Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette présentation, pour cette petite conférence intitulée Faut-il chercher le bonheur? Alors, j'espère qu'elle vous intéressera, que nous passerons un bon moment ensemble et j'aimerais donc discuter avec vous de la notion de bonheur. Est-ce qu'il faut le chercher? Est-ce qu'il faut le traquer? Ou est-ce qu'il faut au contraire s'en désintéresser? C'est ce que nous allons voir. Le bonheur, notion intéressante à laquelle tout le monde s'intéresse, qui est censée, selon Platon, et bien d'autres philosophes, constituer le but même de nos existences. L'obsession du bonheur, une névrose contemporaine. Alors, dans l'ouvrage Apicratie, dont vous voyez normalement l'affiche ici, la première de couverture. Donc c'est Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, par Eva Illouz et Edgar Cabanas. Ces deux auteurs en transmettent une vision toute particulière. Voici ce qu'ils nous disent. Le bonheur, explique-t-il, a profondément imprégné notre imaginaire culturel jusqu'à occuper une place centrale dans nos existences ad nauseam. Et effectivement, sur Amazon, plus de 2000 ouvrages abordent ce sujet. Sur Google, le mot bonheur implique 1,320 milliard d'occurrences. Ce sujet a clairement le vent en poupe. Cette massification des recherches, livres, réflexions et discussions sur le bonheur a-t-elle du bon? Certainement. A-t-elle quelque inconvénient? C'est probable. À force de parler du bonheur jusqu'à la nausée, nous disent Illouz et Cabanas, l'humanité n'a-t-elle pas créé un monstre d'insatisfaction? Notre idéal de bien-être se mutile en névrose. En ce sens, nos deux auteurs parlent d'une nouvelle variété, je cite, d'apicondriaques anxieusement focalisés sur leur moi et continuellement soucieux de corriger leurs défaillances psychologiques, de se transformer et de s'améliorer. Selon Illouz et Cabanas, l'injonction au bonheur, sous-tendue par la psychologie positive, tend à responsabiliser les individus sur leur état mental, ce qui n'a rien de mauvais en soi, bien entendu. Seulement, par cette responsabilité, par cette responsabilisation, le démonisme des philosophes antiques posant le bonheur comme objectif premier de l'existence est désormais vecteur de pression sociale. L'exposition constante au bien-être d'autrui via cet altruisme, c'est une évidence, les réseaux sociaux, fait alors de la plénitude une normalité. Ne pas être épanoui, c'est avoir raté quelque chose. C'est être un perdant, un paresseux, un loser. D'où la question. Qu'en est-il de tous ceux qui nourrissent le pénible sentiment de ne pouvoir être heureux ou suffisamment heureux et qui en conçoivent de la culpabilité? Alors, ajoutons à cette analyse de Illouz et Cabanas la difficulté de l'atteindre, ce bonheur tant convoité. L'amélioration des conditions de vie matérielles ne suffit pas. Les données du recensement américain de l'an 2000, établi par le psychologue David Myers, ont montré que le pouvoir d'achat moyen avait triplé depuis 1950. Les Américains sont-ils pour autant 3 fois plus heureux? Bien sûr que non. L'épanouissement est un sujet d'une vertigineuse complexité et, sachant cela, il paraît logique que son établissement en tant que norme, en tant que charge à laquelle il faudrait se plier, fabrique des frustrations. Les dangers du bonheur en tant qu'absolu binaire. Le bonheur, disait Flaubert, est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Effectivement, combien est-il difficile de l'atteindre, ce bonheur, et éprouvant de le voir s'échapper. Ne vaudrait-il pas mieux l'oublier, cette vieille lune? Ne serait-elle pas, finalement, qu'une source de désillusion dont il faudrait se détacher le plus rapidement possible, compte tenu de la fugacité de nos existences? La pensée d'Arthur Schopenhauer sur le désir le préconise. Tout vouloir, écrit-il, procède d'un besoin, c'est-à-dire d'une privation, c'est-à-dire d'une souffrance. La satisfaction y met fin, mais pour un désir satisfait, 10 au moins sont contrariés. De plus, le désir est long et ses exigences tendent à l'infini. La satisfaction est courte et elle est parcimonieusement mesurée. Mais ce contentement suprême n'est lui-même qu'apparent. Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue. La satisfaction d'aucun souhait ne peut procurer de contentements durables et inaltérables. C'est comme l'aumône qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve aujourd'hui la vie pour prolonger sa misère jusqu'au lendemain.
Tant que notre conscience est remplie par notre volonté, tant que nous sommes asservis à l'impulsion du désir, aux espérances et aux craintes continuelles qu'il fait naître, tant que nous sommes sujets du vouloir, il n'y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Ah là là, qu'est-ce qui écrit bien ce Schopenhauer. Alors, bon, c'est par cette réflexion sur le désir que Schopenhauer construit sa vision du bonheur. Le bonheur, ça ne serait que pure chimère. Alors, très bien. Désirer, c'est la certitude d'être déçu, donc désirer le bonheur, c'est être sûr d'être déçu, on comprend tout, il faut réduire nos attentes pour ne pas tomber dans l'obsession, pour ne pas être obnubilé par le bonheur, car cela, ça ne permet pas de l'atteindre, bien au contraire. Donc le philosophe le psychologue Ilios Kotzou l'explique dans son ouvrage L'éloge de la lucidité. Il parle du bonheur et il dit chercher le bonheur, c'est pas la meilleure façon de l'atteindre. Dans les domaines concrets de la vie, dit-il, sport, études, etc. Ces écarts entre le rêve et sa réalisation ne représentent pas une entrave à l'atteinte de l'objectif. Cependant, il en est tout autrement du bonheur. Le poursuivre crée des effets paradoxaux dont certains se révèlent tout à fait contraires à l'objectif premier. En étant obsédés par cette finalité, nous risquons d'être mécontents ou déçus de ne pas être heureux, cet état de déception et de mécontentement devenant lui-même un obstacle au bonheur. Il nous parle ensuite d'une étude. Voici ce qu'il nous dit. Une étude effectuée sur 320 individus. Donc l'étude, elle date de 2012, elle a été faite par Mauss et Savino. Bien, reprenons. Cette étude a évalué dans un premier temps la propension de ces individus à considérer le bonheur comme un impératif et à le poursuivre. Ensuite, ceux-ci devaient s'engager à remplir pendant 14 jours avant d'aller se coucher un questionnaire sur lequel ils notaient le moment le plus stressant de leur journée, son intensité et dans quelle mesure ils se sentaient seuls. L'étude a montré que plus les personnes valorisaient le bonheur, plus elles se sentaient seules lors de ce moment stressant. Comme le résume bien l'écrivain paléoanthropologue, compliqué ça, américain Robert Ardrey, en nous forçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Bien. Alors, plutôt que de se lancer dans une quête apparemment contre-productive, en partant à la recherche d'un bonheur fantasmé, simplifions-nous la tâche. Alors comment on pourrait se simplifier la tâche ? Il est déjà possible de se fixer un objectif moins binaire, moins exigeant. C'est vrai, le bonheur avec un grand B, qu'est-ce que c'est que ça ? Cet objectif relatif, se substituant au bonheur absolu, c'est le mieux-être. Au lieu de se demander sans cesse, obsessionnellement, suis-je enfin heureux ? Ai-je finalement atteint l'épanouissement ? Descendons nos références d'un cran, soufflons un peu et tentons simplement de nous sentir un peu mieux qu'hier. Au lieu de traquer le bonheur, cueillons le mieux-être. Pour un système simplificateur. La conception du bonheur en tant qu'injonction envahissante, jointe à la difficulté de l'atteindre, appelle donc à s'en détacher. Très bien. Diminuer ses attentes en cherchant le mieux-être, avec le soi d'hier pour référence et non un absolu binaire déraciné, est une première piste. La deuxième piste serait, selon nous, de se reposer sur un système, une recette que nous pourrions suivre pas à pas, simplement, étape par étape, pilier par pilier. Car sans ligne de conduite claire, la recherche du mieux-être est ardue et celle du bonheur pénible. Alors, quelle est-elle cette recette ? Eh bien, plusieurs ingrédients pourraient la composer. Bon, quels pourraient être les ingrédients de notre petite recette du bonheur, du mieux-être en tout cas ? Premièrement, nous avons identifié le lien social. Réduction de la tension artérielle, de la probabilité de souffrir de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de tumeurs malignes. Nombreux sont les bénéfices d'une vie sociale épanouie. Mais plus encore, la création et la consolidation d'amitiés solides limitent la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Un quotidien repu d'interactions, de rires et de conversations intéressantes est particulièrement satisfaisant. D'ailleurs,
Une étude de la Harvard Medical School qui a vu se succéder 4 directeurs différents, débutant à la fin des années 1930 et portant sur un total de 724 individus, énorme étude, a étudié les facteurs les plus importants du mieux-être. Donc, je vais vous citer le site Helloasso qui résume bien cette étude. Voici ce qu'ils nous disent. L'étude montre que les personnes proches de leur famille, de leurs amis, communautés, avec qui ils partagent des moments et avec qui ils échangent sont plus heureux, en meilleure santé physique et vivent plus longtemps. Au contraire, la solitude semble toxique. Les individus qui sont plus isolés que ceux qu'ils aimeraient être sont moins heureux et leur santé décline. Ces personnes seules vivent moins longtemps et voient les capacités de leur cerveau baisser plus rapidement que celles ayant une vie sociale riche. Être entouré nous permettrait de nous sentir mieux, mais aussi d'avoir une meilleure santé. Notons que l'étude a montré que ce n'est pas tant la quantité de relations qui importe, mais bien la qualité. Bien. Le lien social, ça serait donc un petit ingrédient qui fonctionnerait bien. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Tiens, évident, l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée va dans le sens du mieux-être, c'est un classique, c'est un incontournable. Et voilà, les chercheurs de l'académie de Sahlgrenska de l'université de Göteborg en Suède ont mis en relation les scores d'adhésion à une alimentation saine, HDAS, et le niveau de bien-être de 7675 enfants âgés de 2 à 9 ans dans 8 pays d'Europe. Ceux qui bénéficiaient d'une alimentation saine étaient globalement plus heureux, ressentaient une plus grande estime de soi, moins de troubles émotionnels et là, incroyable, j'en reviens pas, ils subissaient même moins de harcèlement ou d'intimidation que les autres enfants. Alors je ne sais pas quels sont les biais statistiques possibles, imaginables pour ce critère, pour ce résultat, mais je trouve ça quand même incroyable qu'une bonne alimentation, statistiquement, est corrélée à un moindre harcèlement scolaire. Je trouve ça assez fou. Donc l'alimentation, c'est un facteur particulièrement important du mieux-être. Ok, donc nous avons le lien social, l'alimentation. Bon, ça va de soi. Quand on pense alimentation, on pense aussi à l'exercice physique. Bon, là encore, il n'y a pas vraiment à démontrer l'intérêt de faire du sport, mais bon, de très nombreuses études l'ont fait, et notamment une produite conjointement par Yale, Oxford et Lancet qui a prouvé que les sujets qui pratiquent un sport régulièrement se sentent en moyenne mal pendant 35 jours par an contre 53 pour les autres. Une autre étude taïwanaise, The Relationships Between Physical Activity and Life Satisfaction and Happiness Among Young, Middle-Aged and Older Adults, va également dans ce sens. Alors voici ce que nous disent les chercheurs. Après contrôle des caractéristiques démographiques, les participants ayant des niveaux d'activité élevés et modérés avaient une satisfaction et un bonheur de vivre significativement plus élevés que ceux ayant un faible niveau d'activité dans l'ensemble de la population et les 3 groupes d'âge. Très bien, très intéressant. Donc l'exercice physique, c'est un lieu commun, évidemment que ça fait partie de nos ingrédients du mieux-être. Quatrième pilier, quatrième ingrédient. Là, c'est moins évident. On va parler, si on parle d'exercice physique, on peut également parler d'exercice intellectuel. La stimulation cognitive permet d'éviter certains maux, notamment avec la perte d'autonomie intellectuelle et physique due à l'âge, qui pourrait détériorer le quotidien. Cette dynamisation du cerveau a de multiples avantages dans bien des domaines tels que l'élargissement du champ de vision, l'amélioration de la mémoire et de l'attention, ainsi que la diminution du stress, très important, et des pensées négatives, tout aussi important, que suscite la concentration sur ces tâches spécifiques. Bien. Lien social. Alimentation. Exercice physique, exercice intellectuel, il nous faudrait un 5e pilier, équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel, ou encore équilibre psychique, c'est gérer ses émotions. Alors, les psychologues, dans le cadre des thérapies cognitivo-comportementales, nous donnent accès à une multitude de techniques de désensibilisation, de relaxation, d'auto-observation, de résolution de problèmes, d'affirmation de soi, de pleine conscience et de restructuration cognitive qui permettent à n'importe qui, en autonomie, de renforcer sa stabilité émotionnelle. Alors effectivement, éprouver des émotions agréables, c'est très très bien.
Être tranquille vis-à-vis des désagréables, c'en est une autre. C'en est une autre tout aussi importante. Donc c'est vrai, parvenir à un équilibre émotionnel en connaissant diverses techniques d'autonomie pourrait être un des ingrédients du mieux-être. Quel autre ingrédient? Donc là, on arrive à un autre pilier qu'il convient de ne pas... Il conviendrait de ne pas se méprendre vis-à-vis de celui-ci. Et je vais essayer de l'expliquer sans que ce soit mal compris. On va parler de spiritualité. Mais bon, là on parle de spiritualité évidemment au sens large, en dehors des considérations religieuses. Bon, déjà avant de voir un petit peu ce que je veux dire précisément en parlant de spiritualité, bon, quels en sont les bénéfices? Stimuler certaines parties du cerveau peut mener à des émotions relatives à la spiritualité, avec l'altération du lobe temporal, de l'hippocampe et de l'amygdale. La sensation de calme, de sérénité, de rapport émotionnel à l'univers et plus généralement à ce qui dépasse nos petits égos peut apporter des bénéfices non négligeables en matière de santé mentale et physique. Par exemple, des neuroscientifiques tels qu'Andrew Newberg ont montré que le cerveau des moines bouddhistes, habitués à la méditation donc, présente un moindre vieillissement neuronal, une meilleure mémoire et une résistance accrue à la douleur. Donc voilà ce que j'entendais par spiritualité. On parle de quelque chose, voilà, en dehors des considérations religieuses, on parle de sérénité, de calme, de rapport à quelque chose de plus gros que nos petits égos. C'est une définition donc extrêmement large, j'en conviens. À nous ensuite de débattre dessus. Mais la question serait donc, peut-on profiter de ces avantages de la spiritualité sans religion ou considération mystique? Une spiritualité athée ou agnostique, accessible à tous donc théoriquement, est-elle possible? Notre réponse, notre hypothèse, ça serait que oui. Nous aurons l'occasion de développer ce point dans des futurs contenus. Bon, 7e et dernier pilier, la vie professionnelle. La vie professionnelle accapare une grande partie de notre temps. Cette portion diffère selon les individus, mais le principe est clair. Avoir un quotidien professionnel désagréable, c'est un sérieux handicap. Plus qu'une question individuelle, le bien-être au travail représente un phénomène collectif. Un sondage Ipsos a mis cela en lumière, datant de 2015. Voici ce que nous disent les sondeurs. Les travailleurs français vont encore plus mal que les autres Français. Une majorité d'entre eux avouent ressentir souvent des émotions pénibles ou négatives, 57%, des moments d'intense fatigue, 56%, ou encore des troubles musculo-squelettiques ou des problèmes de dos, 54%. Près d'un actif sur deux rencontre désormais fréquemment des troubles du sommeil et un tiers d'entre eux rencontrent des troubles alimentaires, 32%. Au total, presque un actif sur trois rencontre même souvent la quasi-totalité de ces problèmes de santé, 32% disent en souffrir d'au moins 4 de ces maux. Fin de la citation. Donc, un autre sondage de cadres emploi, cette fois-ci, montre que 6 cadres sur 10 sont insatisfaits de leur relation avec leur manager. Aussi, soulignons l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle, principalement destinée à nous stimuler, et vie privée, réservée aux loisirs, à l'intimité et à la décompression. Sur ce point, selon une étude de l'Union nationale des associations familiales datant de 2018, à peine 12% des Français se disent satisfaits de leur équilibre vie professionnelle, vie privée, alors qu'en 2017, 93% des salariés jugeaient ce critère important. Bien, maintenant que nous avons vu tous ces piliers, tous ces ingrédients à mettre dans notre petite recette pour nous simplifier la vie, maintenant, faisons un travail de visualisation. Tentons de nous représenter les possibles lorsque toutes ces cases sont cochées. Fermons les yeux et imaginons une vie. Imaginez votre vie avec des relations qui vous correspondent et qui contribuent chaque jour à votre mieux-être. Imaginez votre vie avec une alimentation saine, équilibrée, source de plaisir gustatif et d'énergie au quotidien. Imaginez votre vie avec la pratique régulière d'un ou plusieurs sports procurant amusement et fatigue, assurant sommeil et énergie. Imaginez votre vie avec une stimulation intellectuelle régulière, divertissante, agréable. Imaginez votre vie avec une connaissance pratique de l'équilibre émotionnel, des outils permettant de mieux vivre la colère, la tristesse,
l'anxiété, le stress et toutes sortes d'émotions harassantes. Imaginez votre vie avec un accès régulier aux sensations spirituelles, de calme, de sérénité, de rapport affectif à l'univers et plus généralement à ce qui dépasse l'ego. Imaginez enfin quel serait votre quotidien avec une vie professionnelle qui vous correspondrait vraiment et qui participerait journellement à votre plaisir d'exister. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez déjà coché toutes ces cases? Vous pouvez rouvrir les yeux si vous... Je vous ai dit de fermer les yeux, mais vous n'étiez pas obligé. Donc, à quoi ça ressemblerait votre vie si tout ça s'était coché? Si vous n'aviez qu'à appuyer sur un bouton pour valider ces piliers automatiquement. Aimeriez-vous davantage? Moi, me concernant, ma réponse, c'est oui. J'y verrais un sérieux bénéfice. Alors oui, si nous avions effectivement tout cela, il est évident que nos vies seraient plus agréables. Or, développer des liens sociaux épanouissants, faire du sport, de l'exercice intellectuel, apprendre des techniques de tranquillisation émotionnelle, développer une forme de spiritualité, se créer un quotidien professionnel agréable, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, nous avons simplifié l'accès au bonheur en déplaçant nos attentes vers le mieux-être, en identifiant un système, une sorte de recette sur laquelle nous pourrions nous reposer, constituée de piliers, de cases à cocher. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous devons simplifier la validation même de ces piliers, la validation même de ces ingrédients. Et pour ce faire, plusieurs options s'offrent à nous. Bon, premièrement, un coach avec un suivi et des conseils réguliers permet à chacun de mettre en place ses actions bien plus facilement. C'est vrai, par le biais du coach, bon voilà, nous ne sommes pas lâchés dans le bain, isolés, sans suggestion ni retour. C'est comme un coach sportif, il nous pousse, par l'exigence que transmet son regard, à se rendre à la salle de sport, se lever le matin et faire le footing qui, seul, était difficilement réalisable. Le coach de vie est un boost de motivation formidable. Les efforts à fournir pour développer chacun de ces piliers, si essentiels à la qualité de nos vies, paraissent tout à coup moins démesurés. Alors pour faciliter l'entretien des piliers, nous proposons également des formations abordant des sujets précis conçus pour diminuer la quantité perçue d'efforts à fournir. Donc par des méthodes de ludification, de division de l'objectif en de micro-étapes en permettant à l'apprenant de s'améliorer à son rythme, petit pas par petit pas. Ces formations ont l'avantage de donner une ligne de conduite qui est claire grâce aux mini-objectifs qui les composent. Surtout que, personnellement, je trouve ça assez gratifiant en fait d'accomplir des missions régulièrement et de constater l'amélioration de ma condition petit à petit sans que j'aie tellement à réfléchir. En quelque sorte, je pose un peu mon cerveau, j'effectue les tâches à effectuer, j'apprends, j'effectue et à la fin, a priori, si j'effectue tout, si je coche toutes les cases, tout devrait bien se passer. C'est un petit peu l'idée sous-jacente derrière ces formations, derrière ces séries d'informations qu'on pourrait donner. Donc très bien, donc ça c'est coach, formation. Il y a aussi évidemment les groupes de parole qui implémentent de la solidarité dans une quête à première vue individuelle. Ces groupes de parole simplifient également les accomplissements des objectifs avec l'effet de groupe, avec la pression sociale qui peut en découler. Alors nous pensons que c'est par cette pression sociale qu'on peut se décider de s'allouer à soi-même par l'effet de groupe, l'échange et l'émulation intellectuelle que le mieux-être gagnera en accessibilité. Alors que ce soit par le coaching, les formations, les groupes de parole et la réflexion commune, bref, qu'importe. L'idée c'est de nous simplifier la tâche. Cueillons le mieux-être tranquillement à nos rythmes respectifs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis impatient de répondre à vos questions pertinentes, subtiles et lumineuses si vous en avez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cela. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.